Merci beaucoup. Il n'y aura évidemment aucune super synthèse parce qu'on a déjà beaucoup travaillé et je voudrais peut-être juste simplement tenter de trouver quelques mots de conclusion ou plutôt de conclusion intermédiaire quand, bien sûr, nous n'avons pas terminé, loin s'en faut, le travail de réflexion. Finalement, quand on a organisé ce colloque avec Nadège, la question qu'on s'est posée, c'était de savoir, au fond, est-ce que la justice transitionnelle pourrait être un instrument utile pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que, pouvait-on imaginer, le renouvellement de la négociation permettrait de réintroduire un objet que Michel Rocard n'avait pas soutenu véritablement et qui n'avait pas été introduit en tant que tel dans les premiers accords, ne serait-ce que d'ailleurs parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Le concept de justice transitionnelle, il a pris vraiment son ampleur quelques années après la signature de ces accords. Et je dirais l'intuition que nous avions, en tout cas la sensation, c'était d'imaginer que la justice transitionnelle puisse être utile. Alors, quel est le sentiment qu'on peut avoir maintenant à la conclusion de cette première journée de réflexion? Eh bien, ce sentiment, je dirais, il est triple, pour ma part. Il est d'abord fait de confiance. Fait de confiance parce que, on ne se change pas, la justice transitionnelle présente incontestablement, en tout cas à mes yeux, des avantages, des fonctions qui pourraient participer au règlement de la crise de Nouvelle-Calédonie. Il y a des avantages, il y a des notions qui permettent d'avoir confiance dans la justice transitionnelle. D'abord parce que ça existe. Ça existe, et je dirais, ça existe parce que ça s'est imposé. La justice transitionnelle n'a pas été décidée, elle n'a pas été théorisée, elle est apparue aux acteurs qui ont eu besoin d'une forme spécifique de régulation au sein d'un processus de transition. Elle est apparue de manière accidentelle en Argentine. En Argentine, quand la dictature militaire s'arrête, il faut tenter de juger les militaires. C'est impossible. On crée une commission, la CONADEP. Elle n'a aucune autre mission que de savoir où étaient les disparus. Le fameux rapport d'Andestan, où sont-ils? Et elle fait de cette recherche, de cette investigation sur le lieu des sépultures, un instrument indirect mais très puissant d'accusation de la junte militaire. Elle est apparue de cette manière-là. Elle est apparue en Afrique du Sud, Magali Bess l'a bien évoqué tout à l'heure, parce que à un moment donné, Mandela a été contraint d'accepter une partie des revendications des policiers blancs qui recherchaient l'impunité et qu'il a été obligé d'accepter une commission vérité dont personne ne savait ce qu'elle allait donner au moment où on l'a créée et qui a pris une force insoupçonnée qui est devenue un intérêt. Donc la justice transitionnelle, elle s'est au fond imposée, elle s'est arrachée, elle s'est mise en place parce qu'on en avait besoin et parce qu'on avait besoin de ce mode de régulation. Et je crois que c'est un facteur d'optimisme. Les crises, les sorties de conflits, les démocratisations, les décolonisations ont eu besoin de la justice transitionnelle. Autre force de la justice transitionnelle qui peut nous donner confiance, c'est qu'elle a réussi à évoluer. Elle a réussi plutôt à s'adapter aux situations. Elle est née du pragmatisme, elle a continué à grandir avec le pragmatisme. Et elle a évolué dans sa forme. On a créé des commissions vérité. On a créé des commissions vérité de décolonisation. On a créé des commissions vérité extra-étatiques, dans lesquelles l'État n'est pas intervenu. Il y a des exemples aujourd'hui de commissions vérité qui sont portées par des ONG, par des organisations de la société civile. Donc on voit bien qu'il existe au fond une dynamique des sociétés en transition qui permet de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle, de faire naître et de faire renaître des mécanismes de justice transitionnelle. Autre élément de confiance, à côté de l'existence des commissions vérité et de la justice transitionnelle, c'est leur fonctionnement. C'est leur rôle, parce qu'évidemment, même si elles ne remplissent pas toutes leurs missions, elles ont un noyau dur de missions sociales extrêmement important. Première mission, c'est la mission d'alerte. Une commission vérité est un révélateur de l'état de la crise. Révélateur de l'état de la crise, paradoxalement, d'abord quand elle n'arrive pas à fonctionner, et surtout révélateur de l'état de la crise par les témoignages qu'elle va permettre. Les témoignages des gens qui vont venir raconter ce qu'ils ont subi, et même si ça n'a pas d'autre incidence que de raconter ce qu'ils ont subi, le monde entier, le pays entier, la société entière sait ce qu'il s'est passé. Je dirais que la commission vérité est, de ce point de vue-là, la meilleure arme sociale possible contre toute forme de révisionnisme ou de falsification de l'histoire. La commission vérité, elle peut servir également
à la réparation. La réparation, d'abord, des individus qui vont venir témoigner devant elle. Ils vont venir témoigner devant elle parce qu'ils vont venir raconter ce qui leur est arrivé et récupérer en quelque sorte leur statut d'humanité que le pouvoir leur avait ôté. Réparer parce que la commission vérité va pouvoir également imaginer des formes de réparation particulières, des formes de réparation qui permettent, au-delà de la réparation pécuniaire, de tenter d'apporter des solutions à des personnes qui ont été fortement frappées par les violences. Enfin, dernière fonction, qui n'est pas des moindres, la commission vérité ne se contente pas de condamner, elle ne se contente pas de réparer, elle veut aussi reconstruire. Elle se pose la question du plus jamais ça. Quelle a été la cause des violences et qu'est-ce qu'il faudrait tenter pour que, collectivement, sociologiquement, ces violences disparaissent. Donc il y a des motifs de confiance qui font que quand on voit ce à quoi ont servi les commissions vérité par le monde, on peut se dire qu'elles pourraient être un instrument extrêmement utile pour la crise en Nouvelle-Calédonie. Mais à côté de ces éléments de confiance, il faut bien admettre des éléments de méfiance. Des éléments qui, peut-être, se rattachent plus à la raison qu'à la passion, pour reprendre les termes de notre avocat du diable de ce matin. Des éléments de méfiance parce que, au fond, première notion, la justice transitionnelle, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, c'est pas une science qui marche à tous les coups. Même avec la meilleure volonté du monde, même avec les meilleures organisations du monde, il y a des éléments qui peuvent faire échouer des processus de justice transitionnelle, ils peuvent tenir au contexte, et il y a effectivement, et c'est une réflexion importante au niveau de la Nouvelle-Calédonie, des contextes politiques, économiques ou sociaux qui peuvent être des obstacles à la tenue d'un processus de justice transitionnelle, et puis il y a simplement aussi des éléments qui tiennent aux acteurs. Tous les acteurs qui sont impliqués dans les processus de justice transitionnelle ne sont pas toujours capables de les porter. Et il faut parfois, je dirais, apprécier ces temps quasi miraculeux où on peut avoir une conjonction d'acteurs à vision beaucoup plus haute. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie en a connu avec le triptyque Michel Rocard, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Donc il y a parfois des causes qui font échouer des processus de justice transitionnelle. Et puis, si la justice transitionnelle n'est pas une science exacte, elle n'est pas non plus une science complètement morale. Elle n'est pas non plus une science complètement morale, ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire qu'il y a une part d'immoralité dans la justice transitionnelle. Magali Bess l'a dit tout à l'heure, elle ne condamne pas, et elle ne condamne pas des gens qui mériteraient d'être condamnés. La commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud a été admirable, mais elle a permis quand même, si vous me permettez cette expression, mais après tout, on est en fin de journée, on peut se lâcher, à de parfaits salauds de ne pas être condamnés pénalement pour les crimes qu'ils ont commis au moment de l'apartheid. Elle est une justice parfois immorale, qui ne comble pas d'aise les victimes, même si elle répare la société. Elle est une science aussi immorale parce qu'elle n'est jamais complètement neutre. Elle n'est jamais complètement neutre parce que quand on met en place un mécanisme de justice traditionnelle, c'est qu'on a un objectif. C'est qu'on veut atteindre un résultat. Celui de la réconciliation, celui de la réparation, Mais cet objectif-là, il est fixé d'avance. La règle du jeu est parfois dictée avant même que l'on ait commencé à jouer. Et même le processus d'Afrique du Sud était un processus qui posait le principe de la réconciliation au-dessus de tous les principes. Et le principe de la réconciliation, il a parfois été contesté parce qu'on ne se réconcilie pas avec des tortionnaires, on tente de les punir. Et c'est un grand reproche qui est fait à la justice traditionnelle, notamment par notre collègue sociologue Sandrine Lefranc, c'est un peu un tribunal de la douleur, mais c'est pas un tribunal de la colère. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Autre facteur d'immoralité potentielle de la justice transitionnelle, c'est que comme toute construction humaine, elle peut être instrumentalisée. Elle peut être organisée avec des objectifs politiques cachés. Elle peut être un instrument de prise du pouvoir. Parce que vous allez faire condamner ceux qui vous gênent, ou elle peut être un élément de camouflage de la réalité du processus dans lequel elle est, une sorte de faux semblant de paravent démocratique à une situation qui ne l'est pas tout à fait. Donc il y a également des raisons de se méfier du processus de la justice transitionnelle, et évidemment cette méfiance fait douter de l'intérêt, au moins actuel, du processus de justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie. Alors que faire ?
Que faire face à cette dualité entre la méfiance et la confiance? Mais je dirais qu'il faut simplement privilégier la vigilance. Privilégier la vigilance, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il faut se souvenir que la justice transitionnelle, elle est certes adaptable, elle est certes à inventer, mais qu'il y a quand même des points fondamentaux en matière de justice transitionnelle auxquels on ne peut pas déroger. Parce que si on passe ces points-là, si on déroge sur ces points-là, on ne fait plus de la justice transitionnelle. Il faut sans cesse se rappeler à quoi sert la justice transitionnelle. Elle a 3 fonctions. C'est une justice de rattrapage qui permet de punir aujourd'hui des crimes qui ont été commis hier et qui n'ont pas été punis au moment où ils ont été commis. C'est une justice de passage qui permet de passer d'un État autoritaire à un État moins autoritaire, à une situation d'injustice vers une situation de justice. Et c'est une justice du plus jamais ça, qui vise à ne pas recommencer ce qu'on a fait précédemment. Et pour que ces 3 points soient satisfaits, il y a 3 principes à respecter. Le premier, c'est le pragmatisme. La justice transitionnelle doit être pragmatique parce qu'elle doit être applicable effectivement. Il n'y a rien de pire que de mettre en place un système de justice transitionnelle dont on sait à l'avance qu'il ne pourra pas s'appliquer parce qu'il est trop sophistiqué, parce qu'il est trop ambitieux, parce qu'il est trop compliqué. C'est non seulement tout à fait condamnable moralement, mais c'est certainement aussi très dangereux sociologiquement, parce que vous fabriquez une seconde frustration. Et les victimes sont non seulement victimes de l'avoir été au début, mais sont victimes de voir un processus qui ne s'appliquera pas. Donc il y a une nécessité de pragmatisme, de réalisme, de possibilité. Il y a une nécessité d'inventivité. La justice transitionnelle n'existe pas en elle-même, elle existe dans le cadre des sociétés dans lesquelles elle va s'appliquer. Et il faut que la justice transitionnelle soit l'exact reflet des structures sociales, des aspirations des victimes et des cultures nationales dans lesquelles elle va se dérouler. Et puis, bien sûr, la principale mission de la justice transitionnelle, le principal principe, si j'ose dire, c'est sa sincérité. Elle doit être organisée de manière à rendre justice. Elle doit être organisée de manière à être équitable. Elle doit être organisée à ce que Louis Joinet appelait le maintien de garantie équivalence. Le fait que même si le droit diverge, même si la situation est compliquée, on doit quand même respecter un certain nombre de principes. Et or, cette sincérité-là, il n'y a pas de justice transitionnelle. Alors comment mesurer cette sincérité, ce pragmatisme et cette inventivité? Eh bien, peut-être 3 points de vigilance. Le premier, c'est la forme de la justice transitionnelle. Il n'y a pas de principe de base qui permette de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Il n'y a pas de recette. Il y a le fait simplement que la forme doit permettre aux victimes d'être représentées, écoutées et de participer au processus. C'est un mécanisme de base. Si les victimes ne participent pas au processus de justice transitionnelle, le processus n'existe pas. Et si les victimes n'y participent pas, c'est parce que le processus est mal organisé. Les règles de forme sont ici fondamentales pour faire que le processus soit réel. Deuxième élément, évidemment, de vigilance, c'est le contexte. Tous les contextes politiques ne permettent pas la tenue de mécanismes de justice transitionnelle. La justice transitionnelle est une manière de renforcer le passage d'un État autoritaire à un État moins autoritaire. Elle est un processus d'amélioration de la transition. Elle n'est pas en elle-même la transition. Et surtout, elle ne peut pas se faire contre la transition. Je disais ce matin qu'il n'y a pas de justice transitionnelle sans transition, mais il y a encore moins de justice transitionnelle possible avec une régression sociale qui est mise en place. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je vous laisse, vous toutes et tous, juges de l'effectivité de cette possibilité-là sur la Nouvelle-Calédonie, mais il est clair que les problèmes qui ont été évoqués d'impossibilité de pardon tant que la cause n'a pas été réglée, problèmes fondamentaux n'ont pas été réglés, c'est un problème absolument central pour la justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie. Et puis peut-être le dernier point auquel il faut accorder attention, dernier point de vigilance sur un processus effectif et utile, c'est l'esprit du processus. L'esprit du processus doit permettre justement une cohabitation, une réconciliation, et je dirais que ici, le bon critère pour la Nouvelle-Calédonie me paraît être que l'esprit de la future justice transitionnelle soit fidèle
à l'esprit des négociations de 1989, soit fidèle à l'image de la poignée de main sur laquelle nous avons commencé ce matin le colloque, cette poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Et je crois que ça serait peut-être la plus belle chose pour la justice transitionnelle, c'est d'être fidèle à ces deux pères fondateurs. Je vous remercie.